Chapitre 9. À cette période d'activité militaire intense succédèrent des pluies abondantes. Il fallut faire de nombreuses réparations dans la maison, les chemins et les corrals endommagés par le ruissellement des eaux. Puis ce fut à nouveau la récolte des céréales. Elle fut si abondante qu'il fallut nettoyer et sécher une autre grotte non loin de la grande grotte qui commençait à déborder de grains. Cette fois, Robinson ne se refusa pas la joie de faire du pain, le premier qu'il mangeait depuis son installation dans l'île. Cette abondance de céréales posa bientôt le problème de la lutte contre les rats. Les rongeurs, en effet, paraissaient se multiplier, d'autant que les provisions qui pouvaient les nourrir augmentaient elles-mêmes. Et puisque Robinson avait l'intention d'entasser récolte sur récolte, aussi longtemps qu'il en aurait la force, il fallait sévir contre les rongeurs. Certains champignons rouges à pois jaunes devaient être vénéneux, car plusieurs chevreaux étaient morts après en avoir brouté des fragments mêlés à l'herbe. Robinson en tira un jus brunâtre dans lequel il fit tremper des grains de blé. Puis il répandit ces grains empoisonnés sur les passages habituels des rats. Ils s'en régalèrent et ne furent même pas malades. Il construisit alors des cages dans lesquelles la bête tombait par une trappe. Mais il aurait fallu des milliers de cages de ce genre, et puis il devait ensuite noyer les bêtes prises, et c'était horrible d'enfoncer la cage dans l'eau de la rivière et d'assister à leur agonie. Un jour, Robinson fut témoin d'un duel furieux que se livraient deux rats. Aveugles et sourds à tout ce qui les entourait, les deux bêtes nouées roulaient sur le sol avec des piaillements rageurs. Finalement, elles s'égorgèrent l'une l'autre et moururent sans desserrer leur étreinte. En comparant les deux cadavres, Robinson s'aperçut qu'ils appartenaient à deux variétés différentes de rats. L'un très noir, rond et pelé, était semblable en tout point à ceux qui avaient eu l'habitude de voir sur tous les navires où il avait navigué. L'autre gris, plus allongé et de poils plus épais, assez semblable aux mulots des champs, se rencontrait dans les prairies de l'île. Robinson comprit bientôt que la première espèce provenait de l'épave de la Virginie et avait proliféré grâce aux réserves de céréales, tandis que l'autre espèce avait toujours vécu dans l'île. Les deux espèces paraissaient avoir leur territoire et leurs ressources bien séparées. Robinson s'en aperçut en lâchant un soir dans la prairie un rat noir qu'il venait de capturer dans la grotte. Longtemps les herbes frémissantes indiquèrent seules qu'une chasse sans pitié était en train de se dérouler. Puis ce fut le sable au pied d'une dune que Robinson vit jaillir à quelque distance. Quand il arriva, il ne restait du rat noir que des touffes de poils et des lambeaux de chair. Alors il répandit 2 sacs de grains dans la prairie, après en avoir semé une mince traînée depuis la grotte jusque-là. Ce lourd sacrifice risquait d'être inutile. Il ne le fut pas. Dès la tombée de la nuit, les Noirs vinrent en foule récupérer le grain qu'ils considéraient sans doute comme leur propriété. Les Gris se réunirent pour repousser cette soudaine invasion. La bataille éclata. Sur toute la prairie, une tempête paraissait soulever des petits jets de sable. Les couples de lutteurs roulaient comme des boulets vivants, tandis qu'un énorme piaillement montait du sol. L'issue du combat était prévisible. Un animal qui se bat sur le territoire de son adversaire est presque toujours vaincu. Ce jour-là, tous les rats noirs périrent. Chapitre 10. Robinson n'avait jamais été coquet. Il n'aimait pas particulièrement se regarder dans les glaces. Pourtant, cela ne lui était pas arrivé depuis si longtemps qu'il fut tout surpris un jour, en sortant un miroir d'un des coffres de la Virginie, de revoir son propre visage. En somme, il n'avait pas tellement changé, si ce n'est peut-être que sa barbe avait allongé et que de nombreuses rides nouvelles sillonnaient son visage. Ce qui l'inquiétait tout de même, c'était l'air sérieux qu'il avait, une sorte de tristesse qui ne le quittait jamais. Il essaya de sourire. Là, il éprouva comme un choc en s'apercevant qu'il n'y arrivait pas. Il avait beau se forcer, essayer à tout prix de plisser ses yeux et de relever les bords de sa bouche. Impossible, il ne savait plus sourire. Il avait l'impression maintenant d'avoir une figure en bois, un masque immobile, figé dans une expression maussade. À force de réfléchir, il finit par comprendre ce qui lui était arrivé.
C'était parce qu'il était seul depuis trop longtemps. Il n'avait personne à qui sourire, et il ne savait plus. Quand il voulait sourire, ses muscles ne lui obéissaient pas. Il continuait à se regarder d'un air dur et sévère dans la glace, et son cœur se serrait de tristesse. Ainsi, il avait tout ce qu'il lui fallait sur cette île, de quoi boire et manger, une maison, un lit pour dormir, mais pour sourire, personne, et son visage en était comme glacé. C'est alors que ses yeux s'abaissèrent vers Ten. Robinson rêvait-il? Le chien était en train de lui sourire. D'un seul côté de sa gueule, sa lèvre noire se soulevait et découvrait une double rangée de crocs. En même temps, il inclinait drôlement la tête sur le côté, et ses yeux couleur de noisette se plissaient d'ironie. Robinson saisit à deux mains la grosse tête velue et ses paupières se mouillèrent d'émotion. Cependant, qu'un tremblement imperceptible faisait bouger les commissures de ses lèvres. Ten faisait toujours sa grimace et Robinson le regardait passionnément pour réapprendre à sourire. Désormais, ce fut comme un jeu entre eux. Tout à coup, Robinson interrompait son travail ou sa chasse ou sa promenade sur la grève, et il fixait Ten d'une certaine façon. Et le chien lui souriait à sa manière. Cependant que le visage de Robinson redevenait souple, humain, et souriait peu à peu à son tour. Chapitre 11. Robinson ne cessait d'organiser et de civiliser son île, et de jour en jour, il avait davantage de travail et des obligations plus nombreuses. Le matin, par exemple, il commençait par faire sa toilette, puis il lisait quelques pages de la Bible. Ensuite, il se mettait au garde-à-vous, devant le mât, où il faisait ensuite monter le drapeau anglais. Puis avait lieu l'ouverture de la forteresse. On faisait basculer la passerelle par-dessus le fossé et on dégageait les issues bouchées par les rochers. La matinée commençait par la traite des chèvres. Ensuite, il fallait visiter la garenne artificielle que Robinson avait établie dans une clairière sablonneuse. Là, il cultivait des navets sauvages, de la luzerne et un carré d'avoine pour retenir une famille de lièvres chiliens qui vivaient sans cela dispersés dans l'île. C'était ce qu'on appelle des agoutis, des lièvres hauts sur pattes très gros et avec des oreilles courtes. Plus tard, il vérifiait le niveau des viviers d'eau douce où prospéraient des truites et des carpes. À la fin de la matinée, il mangeait rapidement avec Ten, faisait une petite sieste et se mettait en grand uniforme de général pour remplir les obligations officielles de l'après-midi. Il devait faire le recensement des tortues de mer qui avaient chacune leur numéro de matricule, inaugurer un pont de lianes audacieusement jeté par-dessus un ravin de 100 pieds de profondeur en pleine forêt tropicale, achever la construction d'une hutte de fougères à la lisière de la forêt bordant le rivage de la baie qui serait un excellent poste d'affût pour surveiller la mer sans être vu, et une retraite d'ombre verte et fraîche pendant les heures les plus chaudes de la journée. Souvent, Robinson en avait assez de tous ses travaux et de toutes ses obligations. Il se demandait à quoi et à qui cela servait. Mais aussitôt, il se souvenait des dangers de l'oisiveté, de la souille, des pécaris, où il risquait de retomber s'il cédait à la paresse. Et il se remettait activement au travail.